on a une accélération des inégalités, puisque c'est la première fois depuis 25 ans qu'on a simultanément une augmentation de l'extrême richesse et une augmentation de l'extrême pauvreté. Depuis 2020, depuis le début de la crise, les 1% les plus riches captent 2/3 environ des richesses qui sont produites. C'est plus que sur la dernière décennie et ça laisse qu'un tiers au reste de l'humanité. En 2020, l'ONG de lutte contre la pauvreté Oxfam et l'Institut de Stockholm pour l'environnement ont publié une évaluation de la répartition mondiale des émissions entre les individus de 1990 à 2015. L'étude indique que les 1% les plus riches sont responsables de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Selon ce rapport, ce sont les 10% les plus riches qui causent 49% des émissions. 63 riches pollueraient autant que la moitié de la population française, 34 millions de personnes. Alors faut-il adopter un impôt climatique sur la fortune? C'est la proposition de nombreuses ONG et de certains politiques. Autrement dit aussi, le capitalisme est-il responsable du réchauffement climatique? Le débat traverse l'Europe et les États-Unis où la taxation des plus fortunés n'est plus tabou. Alors faut-il taxer les super riches pour sauver la planète? Libre-échange. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, avec Thomas Zerwal, économiste et enseignant-chercheur à l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Lille. Dans le chapitre 5 du rapport du GIEC qui date de 2022, on va trouver ceci, Thomas. Les changements socio-culturels et de mode de vie peuvent accélérer l'atténuation du changement climatique. Modifier sa consommation est donc l'une des clés capitales pour espérer atteindre les objectifs qui avaient été fixés par les accords de Paris. Parmi 60 actions qui ont été identifiées pour diminuer nos impacts environnementaux, la mobilité est celle qui a le plus d'effet, suivie ensuite de nos modes alimentaires. Encore faut-il pouvoir changer nos comportements pour les plus pauvres d'entre nous. Encore faut-il vouloir changer nos comportements pour les plus riches. C'est justement sur cette capacité et ce vouloir à modifier notre consommation que nous souhaitons débattre aujourd'hui dans Libre-Échange. Thomas, bonjour. Bonjour. Avant de commencer véritablement et d'entrer dans le vif de notre propos, il faudrait d'abord définir ce que c'est qu'un riche et en dresser le portrait robot. Alors, si je peux essayer d'expliquer ce qu'est un riche en France et de dresser un portrait robot, on va déjà s'appuyer sur une base de données qui est la base de données de l'INSEE. Alors, je vais prendre toute la population française, je vais la saucissonner par tranche de 10% sur chaque catégorie de revenus et je vais évidemment me concentrer sur les 10% les plus hauts. Ouais. D'accord ? Avec une toute petite précision, je vais me baser sur les 90 à 99% les plus élevés. Donc là, Thomas, on a bien compris qu'on allait isoler les 90 à 99%. Ça Absolument. va être notre sujet pour l'instant. Et on garde les 1% pour plus tard. Tout à fait. Donc sur cette tranche-là, de 90 à 99, on est sur un individu qui a 57 ans. C'est un peu plus âgé que le reste de la population française. On est sur un couple sans enfants à 39% contre 23%. 37%. 37% contre, merci Olivier, contre 23% pour le reste de la population. On est sur aussi un couple avec enfants, on est à 29% contre 23%. Et évidemment, sans grande surprise, on est sur un propriétaire, donc à 82% contre 56% pour le reste de la population. Et ce riche, quel métier va-t-il exercer? Alors, il exerce principalement le métier de cadre, qui est une énorme catégorie un peu fourre-tout. Donc l'idée étant de préciser un peu plus ce qu'on entend par cadre, je vous propose 3 sous-catégories. On a principalement dans cette grande catégorie de cadres une première sous-catégorie qui sont des cadres administratifs et commerciaux. On a une deuxième catégorie qui sont des ingénieurs et des techniciens. On a une dernière catégorie vraiment surreprésentée qui sont des professeurs associés ou alors des professions scientifiques. Alors l'idée de base étant quand même de rappeler que, indépendamment des chiffres, ce sont vraiment 3 catégories qui sont surreprésentées par rapport au reste de la population. On peut imaginer. Et parmi ces cadres, est-ce qu'on trouve des gens qui travaillent dans le public ou plutôt dans le privé? Alors sans surprise non plus, on est plutôt sur des cadres d'entreprises privées. Et évidemment, on va retrouver moins de catégories d'ouvriers que dans le reste de la population. On est à 6% d'ouvriers pour nos 10% les plus riches, alors que dans le reste de la population, les ouvriers représentent 29%. Et ces cadres du privé, ils vont vivre où? Alors, sans surprise non plus, on est sur la région parisienne, donc Paris et les Hauts-de-Seine. D'accord, donc si je récapitule, on a un cadre de 57 ans en moyenne qui vit en couple sans enfants, qui va vivre en Île-de-France et dans les grandes métropoles. Oui. Mais on ne sait pas de combien de personnes on parle, ni même combien elles gagnent ces personnes.
Alors, je peux peut-être commencer par poser une première base et rappeler le salaire médian en France. Donc là, je vais couper la France en deux. 50% va gagner plus que ce salaire que je vais annoncer, 50% moins. Bon, alors, c'est une médiane. Roulement de tambour, vous allez peut-être être un peu surpris, voire déçu. On va voir. Le revenu médian en France est de 23 540 € par an. Avant impôt, avant les versements des prestations sociales. D'accord. Je vois. Si on se concentre sur les 10% les plus riches, on va être à un peu plus du double, donc à 48 000 € par an, exactement 47 990 pour les plus rigoureux d'entre nous. Et c'est ce qui représente environ 6 millions de personnes. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander votre rémunération moyenne, Thomas, dans l'année, mais en fait, c'est vrai qu'on est assez surpris. L'imaginaire social ne colle pas du tout à ce niveau de revenu. Parce que j'ai découpé tout simplement les catégories, les populations par tranche de 10%, donc par décile, comme j'ai signalé. On peut évidemment aller plus loin et faire ça pourcentage par pourcentage, donc en centiles. Et là, on va retrouver des ordres de grandeur qui vont, à mon avis, mieux vous parler. Alors, si on se concentre sur le pourcent le plus riche, on était à 48 000, on passe à 115 000 € annuels. On était à 6 millions de personnes, on passe à un peu plus de 600 000. Bon, on réduit encore. On peut encore aller plus loin, évidemment, avec du 0,1%. Et là, on passe de nos 115 000 à un peu moins de 310 000. Et si on zoome encore, on sera donc sur les 0,01%. Et on a un salaire, un revenu annuel de un peu plus de 960 000 €. Ouais, c'est impressionnant. Mais là, on est sur la réalité française. Si on s'intéresse au monde... Alors, si on part sur... des niveaux stratosphériques. On prend les 10 plus grandes fortunes du monde. Donc, j'utilise un classement Forbes tout à fait classique en 2022. On serait sur... Alors, les 5 premiers sont très connus. Vous avez Elon Musk, vous avez Jeff Bezos, vous avez Bill Gates, vous avez Bernard Arnault et Warren Buffett. Les 5 derniers sont un peu moins connus. On a Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison, Steve Ballmer et Mukesh Ambani. Alors, il y a 3 grandes caractéristiques sur les 10 personnes, les 10 noms que je viens de citer, c'est que ils sont tous au-delà des 100 milliards de dollars de fortune. 8 d'entre eux sont américains et 10 d'entre eux sont des hommes. Alors, je sais qu'on ne fait pas un podcast sur les inégalités hommes-femmes, mais ça dit quelque chose quand même aussi. Dans ce classement, pour les plus attentifs aussi, je n'ai pas cité un nom qui est très connu, qui s'appelle Monsieur Mark Zuckerberg. Et ça dit quelque chose quand même d'intéressant, je trouve, sur les richesses, parce que Mark Zuckerberg est un pauvre parmi les super riches cette année-là, puisque les actions Meta se sont effondrées cette année-là. Et je dis que ça dit quelque chose sur la richesse. Pour moi, c'est que les richesses ne se résument pas simplement à un revenu d'activité. Ici, pour les plus grandes fortunes, j'ai aussi pris d'autres revenus. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette distinction entre revenus d'activité et les autres types de revenus? Alors, on a principalement 3 grands types de revenus. Les revenus d'activité, donc je les ai cités, donc votre salaire, vous et moi. On a la même chose, les revenus pour les indépendants, c'est strictement identique. On a une deuxième forme qui est les revenus mobiliers, donc vos actions, vos obligations, etc. dont je viens de parler avec Meta pour M. Zuckerberg. Et on a une dernière catégorie de revenus qui sont les revenus immobiliers cette fois, donc de patrimoine. D'accord. Thomas, là, vous avez catégorisé 3 types de revenus, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est cette répartition qu'il va y avoir entre les revenus pour les riches et pour les super riches. Alors, si on prend simplement le pourcent le plus riche en France, les revenus d'activité représentent 62% des revenus totaux. Si vous prenez les revenus mobiliers cette fois, on est à 26%. Et si vous prenez les revenus immobiliers, donc les revenus de patrimoine, on est à 11%. Là, on est sur le pourcentage le plus riche. Si on se concentre maintenant sur les plus riches entre nous, donc les 10% les plus riches, on est en revenu d'activité à 73%, donc c'est un peu plus important. On est en revenu mobilier, donc actions, obligations, etc., à 3%, donc on a vraiment dégringolé. Et on est en revenu immobilier ou du patrimoine à 7%. Ce qui est vraiment, à mon avis, au-delà de ces chiffres, plus important à comprendre et à retenir, c'est que plus vous montez en richesse, moins le revenu d'activité représente quelque chose d'important dans vos revenus totaux, et plus les revenus mobiliers et immobiliers vont prendre une part importante. On est à un peu plus d'un tiers. Là déjà, c'est pas rien. Ouais. Thomas, pour conclure ce portrait robot du riche et du super riche, il y a un phénomène sur lequel j'aimerais qu'on revienne. C'est on voit une inflation du nombre de super riches et de riches dans les médias, réseaux sociaux, Instagram ou autres. Est-ce que ça reflète un phénomène réel,
il y a de plus en plus de riches aujourd'hui, ou est-ce que c'est simplement qu'il y a une certaine décomplexion à afficher sa richesse aujourd'hui? On pourrait prendre votre question, Olivier, autrement. On pourrait se demander si les inégalités économiques ont augmenté au cours du temps ou ont diminué. On a une fameuse courbe en économie qu'on appelle la courbe de Kuznets, du nom de Simon Kuznets, qui était prix Nobel d'économie en 1971, et qui nous dit ceci. On aura des inégalités qui vont augmenter au cours du temps, puis se tasser, et enfin diminuer. Donc c'est une courbe non pas en U, mais en U inversé. D'accord. Alors au cours du 18, 19e et même 20e, après la Seconde Guerre mondiale, on le constate, ça se vérifie grosso modo. À partir de 1980, ce modèle-là, ces prévisions s'effondrent complètement. Parce que les 10% les plus pauvres vont voir leurs revenus stagner, alors que le pourcentage le plus riche va, lui, capter de plus en plus de richesses. Donc Kuznets est invalidé. Je trouve ça intéressant aussi de dire 1980, donc qui est une date de référence où cette prédiction est remise en cause, parce que 1980, on a en 1979 l'élection de Thatcher, et en 1980, on a l'élection de Ronald Reagan. Donc ça dit quelque chose aussi sur l'époque. Je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais c'est quand même deux apôtres du néolibéralisme et du libéralisme débridé. Oui, et c'est ce qui fait dire à certains d'entre nous qu'avec le libéralisme économique ou le libéralisme débridé, comme vous venez de dire, les inégalités vont augmenter. Alors, ceci dit, Olivier, j'aimerais quand même préciser un point supplémentaire. Les inégalités dont on a parlé sont ici exposées principalement sous l'angle économique. Or, l'inégalité, vous le savez très bien, est multidimensionnelle, elle est plus complexe que ça. Un simple exemple, si vous prenez les inégalités de santé, donc là, je vais prendre 5% de la catégorie de la population la plus riche et 5% de la catégorie la plus pauvre. Est-ce que vous connaissez des différences d'espérance de vie entre ces deux catégories de population en France? Non. On est à, pour les hommes, un peu plus de 13 ans. Okay. 13 ans, c'est monumental, et pour les femmes, un peu plus de 8 ans. Donc on voit bien que si on prend aussi d'autres types d'indicateurs, par exemple les maladies plutôt cardiovasculaires, du foie, du pancréas ou de diabète, on est sur des multiplicateurs au moins x2 entre les plus pauvres et les plus riches. Ça montre que l'inégalité n'est pas qu'économique. Au moment de conclure notre première partie, Thomas, vous dressiez presque un constat qui pourrait sembler contre-intuitif, où on voyait un lien entre la santé et la richesse. Plus on est riche, mieux on sera portant. Cet impact positif, est-ce qu'il peut se vérifier aussi au niveau environnemental? Est-ce que plus on est riche, plus on fera pour l'environnement? Et que nous disent les études là-dessus? Alors, il faut essayer de commencer par comprendre comment on évalue les impacts environnementaux pour un pays. Et ensuite, à mon avis, ce sera plus parlant, l'énoncé par habitant. On a deux grandes méthodes pour faire cela, les méthodes les plus connues. Donc la première étant les inventaires nationaux. Donc de façon très classique, on va évaluer les quantités de gaz à effet de serre qui sont émises au sein d'un territoire, donc ici la France. On a une deuxième méthode qui est l'empreinte carbone. Donc ici, on cherche toujours à évaluer les émissions qui sont émises sur un territoire, mais on y ajoute toutes les émissions qu'on appelle les émissions importées. Ouais. Donc quand vous consommez un crayon, évidemment, s'il a été produit à l'extérieur du territoire, ce crayon va polluer ailleurs. Ici, on va essayer de comprendre les émissions importées, donc de notre consommation à nous, les ménages, les émissions importées aussi des entreprises, bien entendu, des associations et aussi des organisations publiques. Donc quand vous mettez ça bout à bout, la bonne nouvelle, c'est que nos émissions, entre 1995 et 2019, je laisse de côté pour l'instant les périodes Covid, mais entre 1995 et 2019, nos émissions en France ont baissé. Elles ont baissé de 7%. Alors, c'est une très bonne nouvelle, c'est suffisamment rare pour être signalé au niveau environnemental, on se connaît, on a d'autres podcasts qui montrent pas toujours des choses réjouissantes. Bon. Mais évidemment, mais quand on regarde les émissions nationales et les émissions importées, là, on commence à déchanter un peu. Les émissions nationales ont baissé de 24%, quand les émissions importées ont augmenté, elles, de 23%. Donc, on pourrait dire qu'on pollue un peu plus ailleurs et qu'on est un peu plus vertueux chez nous. Ça veut dire que nos modes de vie exercent une pression sur l'extérieur, et notamment pour les pays qui sont extra-européens. Oui. Alors, là, c'était pour dresser un petit bilan au niveau national. Si on essaie de comprendre les émissions par habitant par an en France, en 2019, on est sur, en moyenne, un peu plus de 6 tonnes, entre un peu plus de 6 tonnes et un peu plus de 8 tonnes par habitant. Alors,
évidemment, comme la tendance au niveau des pays baisse, celle par habitant, de façon tautologique, va baisser également. En 1995, nous étions à un peu plus de 11 tonnes. Et en 2019, on arrive à ces fameuses 8 tonnes. Alors, c'est une très bonne nouvelle également. Bon, le problème, c'est que pour respecter les accords de Paris, il faudrait, par an et par habitant, atteindre simplement 2 tonnes. Ouais, on en est loin. On en est loin, et donc on a au minimum un multiplicateur par 3 ou par 4. Je vois votre démonstration, Thomas, mais recouvre un autre problème, puisqu'on parle du français moyen. Or, on s'est intéressé jusqu'à présent aux riches et aux super riches. Et eux, qu'est-ce qu'ils représentent dans les émissions? Alors, si je prends plusieurs sources, alors, je pense à des sources comme l'INSEE, je l'ai cité, des sources comme Eurostat, l'Observatoire des inégalités, ou encore un rapport Oxfam-Greenpeace, on a des tendances différentes, mais qui peuvent quand même être intéressantes. Première source, pour les plus riches d'entre nous, les 10% les plus riches, on serait entre 20 et 25 tonnes. Autre source, on pourrait dire que les plus riches vont émettre 3 fois plus, à minima, que les plus pauvres. Je peux utiliser une troisième source qui nous dit que le pourcentage des plus riches va lui émettre un peu plus de 40 tonnes. Alors, si on utilise maintenant une dernière source, Olivier, donc le rapport Oxfam-Greenpeace, c'est un peu plus particulier parce qu'on va se concentrer sur les milliardaires français et on ne va pas prendre en compte simplement leur consommation, on va prendre aussi la part des actions qu'ils possèdent dans les principales entreprises. Okay. Bon, alors évidemment, en élargissant un peu le spectre, on s'attend à ce que les émissions émises par milliardaire soient plus importantes. Mais on tombe quand même sur un chiffre qui est ahurissant. Par milliardaire, si vous prenez en compte ces actions, on serait à 2,4 millions de tonnes CO2 émises par an. Vous faites le même calcul avec le français moyen et on est simplement, entre guillemets, à 10,7 tonnes. C'est des ordres de grandeur qui sont très très impressionnants. Et ça confirme une chose, c'est que plus on a d'argent sur son compte en banque, plus la pression environnementale qu'on va exercer sera forte. Alors évidemment, plus on est riche, plus on dépense, plus on consomme, donc plus on a un impact important sur l'environnement. Pour cette troisième et dernière partie, Thomas, on va essayer, au-delà du diagnostic, de trouver peut-être des éléments de réponse et des éléments de solution. On s'est intéressé aux inégalités économiques. On a vu qu'elles étaient couplées avec les inégalités sociales et environnementales. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, une première idée qui revient souvent dans les médias est de jouer sur la sensibilisation. Je n'y suis pas entièrement favorable. Alors, je pourrais m'expliquer, bien sûr, mais je crois que c'est peu efficace. Si et seulement si les campagnes de sensibilisation continuent à être effectuées en traitant la population dans son ensemble comme une population qui est homogène. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que si vous traitez le public visé comme un tout uniforme, à mon avis, vous manquez quelque chose. Alors, je peux expliquer quand même pourquoi nous sommes si différents, et je peux m'appuyer sur un rapport de l'ADEME de 2022, donc septembre 2022, qui nous donne des choses intéressantes. Je me permets d'ailleurs, Olivier, une petite parenthèse, un cri du cœur pour l'ADEME, une organisation dont on a la chance de pouvoir utiliser les données quand même. Je reconnais le chercheur ici. Mais bien sûr, évidemment. Ce rapport est en ligne, il est gratuit, il est extrêmement détaillé, il représente 22 vagues d'enquêtes, donc sur 21 ans, par vague d'enquête, 1000 à 2000 personnes interrogées par an, donc c'est colossal, voilà. Je referme la parenthèse pour dire qu'on a de la chance d'avoir l'ADEME. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend quand même ? Je prends que 3 critères pour rester le plus pédagogique possible. Premier critère, l'âge. Alors, l'âge est quelque chose qui est assez difficile à interpréter, nous dit le rapport, mais quand même, on a une petite tendance. Plus vous montez dans la pyramide des âges et plus votre rapport au changement climatique, on va dire, évolue. Je vais le dire autrement, plus vous êtes vieux et plus les raisons ou l'origine anthropique de l'impact sur l'environnement, l'origine anthropique du dérèglement climatique sont remises en cause. Bon. Deuxième critère qu'on peut évidemment analyser, c'est le niveau d'études. Alors là, c'est beaucoup plus facile à lire, nous dit le rapport. Plus vous montez en études, plus vos préoccupations environnementales augmentent également. Troisième catégorie intéressante, vous prenez les catégories socio-professionnelles, donc nos fameuses CSP, qui sont aussi riches d'enseignement. Vous prenez l'ensemble des métiers face à un public comme les instituteurs, les professeurs, les étudiants aussi. Vous prenez un autre type de métier, les métiers médicaux, et un dernier sur les métiers du spectacle ou de l'art en général. Et là, on constate véritablement que dans ces métiers-là,
les préoccupations environnementales sont extrêmement fortes et que dans ces métiers-là, l'origine anthropique du dérèglement climatique n'est pas remise en cause. Donc ça, ce sont 3 facteurs intéressants de ce rapport qui s'intitule « Représentation sociale des enjeux climatiques ». Ouais, on le voit qu'en fait, la cible générale homogène ne correspond pas à l'impact de certains qui est plus marqué que d'autres. On l'a compris par rapport à notre développement antérieur. Ça voudrait dire que si on se situe du côté de la prévention et donc de la sensibilisation, peut-être qu'on rate sa cible. Évidemment. Et l'effet recherché. Est-ce qu'il faut aller du côté de la sanction et de la taxation des plus riches? Alors sur les taxes, c'est aussi une idée fréquente qui revient dans de nombreux débats, pas que sur la question environnementale d'ailleurs. Moi, je ne suis pas favorable à une taxe sur les plus riches pour au moins 2 raisons. Première raison, quand vous taxez un riche qui a des revenus, des revenus d'activité ou des revenus immobiliers illimités ou quasi illimités, je pense que l'impact sera vraiment très faible, ou en tout cas, ça sera perçu à mon avis au mieux comme une amende, mais ça ne sera jamais perçu, je pense, comme une contribution à l'effort national, une contribution au collectif, au sens collectif, ou en tout cas une espèce de volonté de protéger l'environnement. C'est un premier argument. Alors, un deuxième argument, peut-être un peu plus précis, c'est que plus vous allez taxer certains produits, même de façon très forte, plus peut-être vous allez obtenir l'effet inverse, un effet paradoxal ou contradictoire qu'on appelle effet Veblen. Alors je m'explique, l'effet Veblen, donc du nom de Thorstein Veblen, nous dit ceci. Quand vous achetez quelque chose, vous ne l'achetez pas que pour satisfaire un besoin. Vous l'achetez aussi pour montrer quelque chose de vous, pour montrer quelque chose peut-être d'ostentatoire, montrer de quelle catégorie ou quelle classe sociale vous appartenez. Donc imaginons que cet effet Veblen soit vrai et existe. Plus les produits taxés vont avoir l'air d'être inaccessibles et d'être des produits de luxe, plus les riches ou les ultra-riches vont vouloir s'en emparer. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'effet peut-être paradoxal. Donc méfiance sur les taxes aussi à ce niveau-là. Si on considère, Thomas, que la solution n'est ni dans la sensibilisation, c'est-à-dire l'information apportée, ni dans les taxes, que reste-t-il? Alors, je pense qu'il reste au moins des normes extrêmement contraignantes. Et je crois que la réglementation générale et les normes en particulier peuvent avoir beaucoup plus d'impact sur une catégorie de population riche, très riche, super riche, peu importe comment on l'appelle. Encore faut-il que les institutions politiques soient juste, transparentes et fassent un effort considérable pour accompagner ces normes extrêmement contraignantes. Je crois aussi qu'une des voies serait peut-être de réduire sa consommation. Alors si on suit Veblen et si les très riches réduisent leur consommation, peut-être que toutes les catégories suivantes ne vont pas chercher à les imiter en mal, mais les imiter en bien, cette fois-ci. Donc, imaginons qu'il y a un bel effet qui se répartit sur toutes les autres classes, qui est une diminution générale. Réduire sa consommation ne concernera pas de toute façon les plus riches, mais aussi la classe moyenne, qui représente une grande masse. Donc, ça aura un impact accompagné des normes qui, à mon avis, sera beaucoup plus efficace que la sensibilisation dont on a parlé, que des taxes. Et j'aimerais conclure, Olivier, par un autre point. Alors, je ne suis pas homme politique, je suis enseignant-chercheur, mais un point qui me paraît assez intéressant quand même, c'est qu'il faudrait aussi reconnaître ses responsabilités et reconnaître aussi les différences de ressources entre les classes sociales, entre les différentes catégories de revenus. Et c'est là, à mon avis, que les notions d'inégalité environnementale et inégalité écologique peuvent être intéressantes. Est-ce que vous pourriez développer, Thomas, quelle est la différence entre ces inégalités environnementales d'un côté et inégalités écologiques de l'autre? Bien sûr. Alors, si on prend le premier terme, inégalité environnementale, on dit simplement qu'une partie de la population va avoir accès à moins de ressources et va être un peu plus exposée à certains risques ou certaines nuisances. Premier niveau. Par exemple, on sait que dans le monde, les ménages pauvres sont davantage exposés à de grandes vagues de chaleur, de sécheresse, des zones inondables, ou alors des zones où on va trouver un peu plus de maladies infectieuses. Bon, inégalité environnementale, on expose, on dresse un état des lieux. Si maintenant on passe à l'inégalité écologique, on ne va pas simplement considérer qu'une population est moins bien lotie qu'une autre, on va considérer qu'une partie de la population, en l'occurrence ici les plus riches, va avoir accès à évidemment beaucoup plus de ressources, mais va aussi entraîner des externalités environnementales négatives sur les pauvres. Donc il y aurait une sorte de jeu où on n'est pas simplement moins bien loti, on est aussi victime à cause d'autres personnes.
Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre cela, Thomas ? Alors, on peut se battre, c'est tout l'intérêt de la notion de justice environnementale, qui est une notion qui nous vient des États-Unis, où on a remarqué que les discriminations raciales, donc héritées du passé, étaient souvent couplées avec des discriminations environnementales. Donc on se rend compte, si par exemple on prend la population noire, que cette population est davantage localisée dans des zones où les risques de déchets toxiques sont beaucoup plus importants. Donc Olivier, je vous ai cité une discrimination qui était héritée du passé, mais évidemment il y a plusieurs versions modernes. Est-ce que vous connaissez par exemple le redlining ? Pas du tout. Le redlining, c'est une banque qui va refuser l'accès aux prêts à une certaine partie de la population pour des raisons qui sont, comment dire ça poliment, absolument pas éthiques. Et c'est-à-dire que ça se traduit comment ? Vous allez exclure une population jugée moins fiable, plus pauvre, d'un quartier en refusant des prêts. D'accord, ce qui va permettre de garder une homogénéité dans le quartier, j'imagine, un quartier gentrifié. Et on est vraiment à l'inverse de ce qu'on décrivait comme une forme de lutte contre les inégalités, c'est-à-dire la mobilité, qui nous permet de partir d'un quartier qui est à risque ou sans ressources pour un autre quartier. Donc on permet à des populations de rester dans un entre-soi, tandis que d'autres sont exclus, donc une forme de ségrégation. Exactement. Thomas, par le fil de votre démonstration, on a pu reconnaître l'impact que les uns, les plus riches, avaient sur les autres, les populations les plus vulnérables. On a pu aussi comprendre qu'il était nécessaire de se battre contre les inégalités. Et ça, grâce à un travail sur les concepts. Est-ce que les mots sont importants ? Alors, les mots sont importants, les concepts sont importants, notamment parce qu'ils nous permettent de lutter contre d'autres idées qui sont, à mon avis, dangereuses. Une première tendance qui se répand dans les médias, c'est les écolo-sceptiques. Alors, cette catégorie de population se contente de détourner le regard sur la situation actuelle. Il me semble qu'avec l'état des lieux qu'on a essayé de dresser aujourd'hui, avec la multiplication des sources, des statistiques et des concepts, vous l'avez rappelé, on arrive à réexpliquer à quel point il ne faut pas détourner des yeux. Deuxième tendance, à mon avis, dangereuse, c'est toute la mouvance de la collapsologie, où là, de toute façon, tout est fichu, il n'y a plus rien à faire, il n'y a qu'un avenir possible, et pas d'autre. Et je crois aussi que cette prophétie est assez dangereuse parce qu'elle ne nous mobilise pas. Quand on essaie d'expliquer qu'il y a une injustice environnementale, quand on essaie d'expliquer qu'il y a une différence entre certaines catégories de population, on a envie d'agir, on a envie de se battre encore. Donc il faut essayer de rester sur une ligne fragile entre ne pas être désespéré, mais être inquiet, et ne pas être trop alarmiste, mais suffisamment dissuasif. Et pour trouver cette ligne de crête entre ces deux tendances, on va essayer de développer dans un prochain épisode de Libre-Échange un éloge de la lenteur et parler de l'urgence de ralentir. Merci Thomas. Merci Olivier. Ce podcast vous a été proposé par l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et l'IFG Executive Education.